Bienvenue dans 88 images par seconde, où je reviens chaque semaine sur les sorties nationales au cinéma et en VOD. À l'approche de l'automne, grâce à Acacia Distribution, nous avons la chance de voir au cinéma pour la première fois en France plusieurs films de Mikio Naruse, dont ce joli film sur l'enfance dans un Tokyo de 1960. Des mômes qui jouent au baseball, qui vont dans les bains publics et jouent avec des insectes, bref, la vie quoi, dans une insouciance qui fait plaisir à voir. Un film tendre et triste à voir assurément, 7 sur 10. Dernier chrysanthème. Tranche de vie de plusieurs anciennes geishas, c'est pour le moment le film de Naruse qui m'a le moins convaincu, car même si le casting est bon, que la réalisation aussi, l'histoire n'a à mes yeux pas grand intérêt, car la situation initiale et de fin sont quasiment les mêmes, du moins concernant les protagonistes principaux. Un mélo sans grande envergure, finalement, 6 sur 10. Les cobayes. Le premier long métrage de Emmanuel Poulain-Arnaud est un film d'anticipation avec un traitement qui frôle souvent l'absurde. D'ailleurs, dommage qu'il n'embrasse pas totalement ce genre, car par moments il y a des longueurs qui auraient pu être évitées. Sinon, c'est original, les duos improbables que forment Thomas N'Gijol et Judith Chemla fonctionnent à merveille. La réalisation est à l'image du lien du film avec l'absurde, trop timide et ne se permet pas assez de folie. Un bel essai, mais qui n'est malheureusement pas transformé. 5 sur 10. Cowboys. Un western moderne dans lequel on suit le parcours d'un enfant qui se dit garçon renfermé dans le corps d'une fille, mais plus que ça, il s'agit d'un film sur la parentalité, essayer de comprendre donc son enfant, le soutenir dans ses choix. La photographie du film est magnifique, les décors, la réalisation et le choix des cadres y participent grandement. Le casting fait d'habituel second couteau fonctionne bien et l'histoire est intéressante, d'autant plus dans le cadre que le film nous propose. Plutôt un bon film, même s'il ne restera pas dans les mémoires. 6 sur 10. Die in a Gunfight. Un film d'action reprenant la trame de Roméo et Juliette. Ce n'est pas original, le casting n'est pas aidé par des dialogues et des personnages caricaturaux, la réalisation n'est pas folle, il y a des longueurs et ça ressemble à un téléfilm Netflix plus qu'à autre chose. Pas la peine de payer pour ça, 3 sur 10. The Swordsman est un film d'épéiste coréen. C'est très efficace grâce à une narration de qualité, de nombreux combats avec des acteurs charismatiques, une réalisation dynamique, même si pas exempt de défauts. C'est sympathique, mais il y a tout de même bien mieux dans le genre, donc 6 sur 10. On est fait pour s'entendre. Une comédie romantique abordant le handicap auditif, ainsi que d'autres troubles, sans jamais se moquer mais en montrant le quotidien de ces gens-là. C'est assez réussi, on s'attache assez vite à ces personnages qui sont bien écrits. La réalisation est assez académique, mais on ne demande pas plus à ce genre de comédie. Puis on voyage un peu, ce qui est sympathique. Le casting est savoureux, avec un des derniers rôles de Marthe Villalonga. Bref, si vous avez des amis ou de la famille qui est un peu dur de la feuille et qui n'a pas encore consulté, emmenez-le voir ce film, vous allez bien rire. 7 sur 10. Amant. Un thriller de bas étage avec un triangle amoureux digne des pires téléfilms. Dommage car la mise en scène est de qualité, le film est bien produit, il bénéficie d'une photo très contrastée dans les couleurs froides. Après, le casting n'est pas aidé avec leurs personnages caricaturaux, malheureusement. Bref, pas un bon film, c'est le moins qu'on puisse dire. 3 sur 10. Olga. Un film qui revient sur les événements d'Iron Maiden de 2013 avec brio en suivant le quotidien d'une jeune athlète. La réalisatrice mélange un style de fiction académique lorsque l'on est avec Olga et un aspect plutôt documentaire lors des événements, le tout en 1,50, un format hors norme. Au-delà du travail de réalisation, l'histoire de cette gymnaste est passionnante, son interprète est saisissante, un bon film qu'il serait dommage de rater. 7 sur 10. Orange sanguine. Jean-Christophe Meurice signe à nouveau un film déjanté aux allures de Pulp Fiction politico-social français. C'est fun et décomplexé, tout en étant parfois triste ou dramatique. Une satire de notre société contemporaine nihiliste, mais plutôt proche de la réalité finalement. 7 sur 10. Les Magnétiques.
Un film sur la jeunesse désenchantée des années 80, dans une ambiance assez punk, avec une BO qui donne envie de danser, des personnages bien écrits, un travail sur le son intéressant par moments, et une réalisation qui fait le taf sans être grandiloquente. Un premier long métrage qui promet de belles choses pour la suite, 7 sur 10. Haut et fort. Film tunisien sur l'évolution de sa société et son ouverture assez compliquée à la culture, plus particulièrement à la culture rap. Avec À peine j'ouvre les yeux en 2015, il nous montre qu'il y a encore un chemin à faire. Même si ce film nous laisse garder espoir de jours meilleurs, la réal proche du documentaire renforce l'immersion, les textes des élèves sont pertinents, ainsi que leur questionnement. Un film à ne pas rater et à voir absolument en VO. 7 sur 10. Memoria. Il s'agit du premier film d'Happy Chapong que je vois, et je dois dire que je suis assez décontenancé. Il s'agit d'un cinéma expérimental, difficile à cerner. Je n'ai pas vraiment accroché à cette proposition, même si j'en vois certaines qualités, notamment techniques. La réalisation est au top, Tilda Swinton est hypnotisante, mais l'histoire et l'ambiance fantomatique du film m'a laissé froid. Un film exigeant qui ne plaira pas à tout le monde, 4 sur 10. Maudit. Un film fantastique politique se déroulant sur l'île de la Réunion. À l'image de Memoria, je suis resté froid face à cette proposition, qui, même si je la comprends, n'arrive pas à me captiver. La réalisation n'est pas très bonne, en dehors de quelques plans plutôt jolis, même si le cadre aurait pu permettre de belles expériences visuelles. Le casting fait très amateur. Il n'y a finalement que l'ambiance vaudou pour le traitement des fantômes qui trouve grâce à mes yeux. 3 sur 10. Aya et la sorcière. Premier long métrage des studios Ghibli en images de synthèse, l'animation n'est pas toujours fluide et de qualité, pour autant on retrouve leurs pattes dans le caractère design et les décors, puis l'histoire est vraiment plaisante, même si cette dernière se termine de façon abrupte et nous donne l'impression d'être face à un pilote de série d'animation, plutôt que devant un film à proprement parler. Donc 6 sur 10. La princesse de Chicago, en quête de l'étoile. Troisième téléfilm de cette saga de Noël, loin d'être l'un des meilleurs, très convenu et plein de mièvreries avec l'un des personnages les plus antipathiques de la saga. Bref, même pour passer le temps, je dis non. À la limite, dans les films de casse récents de Netflix, privilégier Army of Thieves, même si c'est loin d'être un chef-d'œuvre, c'est plus divertissant que ça. 3 sur 10. Jackie Chan, humour, gloire et kung-fu. Un chouette documentaire sur cette icône hongkongaise qui revient en détail sur son début de carrière et les différentes étapes qui vont forger sa légende. Bien sûr, l'aspect politique est aussi évoqué, ce n'est pas un documentaire Arte pour rien. En tout cas, ça donne envie de voir et revoir ces films pour notre plus grand plaisir. 6 sur 10. Tic Tic Boom. Pour sa première réalisation, Lin-Manuel Miranda a choisi une comédie musicale. C'est original, me direz-vous ? En fait, oui, car il n'adapte pas l'une des siennes, mais une de Jonathan Larson, bien connu pour Rent. Si la réal est dans la moyenne de ce qui se fait en matière de comédie musicale, le vrai tour de force, en dehors des musiques bien évidemment, vient de l'interprétation de Andrew Garfield, qui est tout bonnement incroyable. Il tient là un de ses meilleurs rôles, je vous encourage vivement à voir ce film sur Netflix, moi j'ai versé ma larme. 8 sur 10. Too Late. Un premier film très bien réalisé dont les dialogues sont ciselés, la photo a quelque chose de très organique qui colle bien avec l'ambiance du film, le casting est bon, puis l'histoire, même si simple, est réellement sublimée par la mise en scène et ses 4 longs plans séquences. Le film est sorti en 2015 aux États-Unis et n'arrive qu'aujourd'hui chez nous, sans compter que le réalisateur n'a rien fait depuis. C'est dommage car ça promet de belles choses pour la suite, 7 sur 10. Hope Gap. Un drame sur la fin d'un couple qui a duré 29 ans. C'est un film qui nous fait passer par tout un tas d'émotions. On méprise la femme tyrannique, on est en empathie pour le mari effacé, on se sent mal pour leur fils, puis les rapports s'inversent. On se laisse bercer par les poésies qui parsèment le film et on est touché par le dialogue de fin entre la mère et son fils. Un moment riche en émotions, 7 sur 10. Voilà, donc le film de la semaine, c'est Tic Tic Boom. Évidemment, vous le savez, je suis fan de Lin-Manuel Miranda. Mais là, pour le coup, c'est pas vraiment son travail qui est mis à l'honneur, vu que c'est celui d'un autre compositeur. Et franchement, c'est magnifique.
En plus, il n'a pas choisi d'adapter Rent, qui est vraiment son summum, mais non, il a choisi un qui va justement nous expliquer par toutes les galères dans lesquelles il est passé, et c'est vraiment très bien fait, et la narration est excellente, et ça franchement ça pouvait être vraiment casse-gueule. Puis comme je vous dis, Andrew Garfield, mais il est génial. Donc si vous l'aimez, et si vous aimez les comédies musicales, ça devrait vous plaire, alors foncez. Voilà, c'est tout pour cette semaine, je vous dis à la prochaine, ciao.